Si je devais décrire un champ de bataille avec des soldats blottis dans des tranchées boueuses, rampant à travers des champs de mines et engagés dans de féroces guerres de combat rapprochés, on pourrait naturellement imaginer des scènes du début ou du milieu du XXe siècle, peut-être Verdun ou les ruines de Stalingrad. Pourtant, ces images ne se sont pas déroulées dans une époque révolue, mais bien en Ukraine il y a seulement quelques années, et le conflit se poursuit encore aujourd'hui. À partir d'août 2022, Bakhmout, une ville modeste de l'est de l'Ukraine, a été transformée, devenant l'un des affrontements les plus longs et les plus féroces de la guerre russo-ukrainienne actuelle. Ce qui était autrefois un centre provincial, connu pour ses mines de sel et ses vignobles, est devenu un paysage calciné de ravins peu profonds, d'avenues criblées d'obus et de ruines marquées par les bombes. Au moment où les combats ont pris fin, la vie vibrante de la ville avait été anéantie. Seuls quelques centaines d'habitants restaient au milieu des rues et des champs désormais jonchés de cratères profonds jusqu'à la taille et de décombres parsemés de mines. L'ampleur de la dévastation, de la détresse humanitaire et de l'investissement militaire dans une ville de moins de 75 000 habitants était sans précédent en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Le bilan humain chez les combattants était tout aussi lourd, étant décrit comme un véritable hachoir à viande. Les estimations suggèrent que jusqu'à 100 000 membres du personnel russe, dont 20 000 mercenaires du groupe Wagner, ont été tués ou blessés lors de la campagne. Du côté ukrainien, bien que les chiffres soient moins précis, certains rapports font état de dizaines de milliers de pertes, avec des brigades entières perdant parfois plus de 80% de leurs effectifs. Chaque jour, des centaines de vies étaient à perdu des deux côtés. Un rappel sombre que, même si le champ de bataille pouvait sembler appartenir à une autre époque, la souffrance humaine, elle, était bien présente. Dans cet épisode, nous allons explorer comment une ville relativement ordinaire est devenue le centre d'une campagne meurtrière. Nous examinerons la route politique et militaire menant à Bakhmout, sa géographie et sa valeur stratégique, ainsi que les détails éprouvants de la bataille elle-même, en réfléchissant à ce que la lutte pour Bakhmout révèle sur la guerre plus large en Ukraine, une guerre qui, au moment de cet enregistrement, reste en cours. Bienvenue dans Guerre du Monde. À la fin de 2013, des manifestations massives ont éclaté à Kiev après que le président Viktor Yanukovych a brusquement abandonné un accord d'association prévu avec l'Union européenne, préférant plutôt des liens plus étroits avec Moscou. Ces manifestations, connues sous le nom de Révolution de Maïdan, ont pris de l'ampleur en février 2014, culminant avec des affrontements violents qui ont fait plus de 100 morts, lors de la semaine la plus sanglante qu'ait connue l'Ukraine depuis son indépendance en 1991. Yanukovych a fui le pays et un nouveau gouvernement intérimaire à orientation pro-occidentale a été installé. La Russie a qualifié le changement de gouvernement de coup d'État illégitime. En quelques jours, des hommes armés non identifiés, qui se sont avérés plus tard être des forces spéciales russes, ont pris le contrôle de sites clés en Crimée, qui était un territoire ukrainien. Cette opération furtive et rapide a conduit à un référendum pour que la Crimée rejoigne la Russie le 16 mars 2014, dont la légitimité a été contestée au niveau international. Les résultats officiels ont montré que 97% étaient en faveur du rattachement à la Russie, le vote ayant eu lieu sous une forte présence militaire russe. Le 18 mars, la Russie a officiellement annexé la Crimée, un acte qui a été condamné par l'Assemblée générale des Nations unies, laquelle a massivement affirmé l'intégrité territoriale de l'Ukraine. À la suite de l'annexion de la Crimée, des séparatistes pro-russes se sont emparés des bâtiments gouvernementaux à Donetsk et à Louhansk, déclarant leur indépendance vis-à-vis de Kiev. La Russie a alors réagi en lançant une opération militaire, mais le conflit s'est enlisé dans une impasse. Les accords de Minsk de 2014 et 2015 visaient à mettre fin au combat, mais les affrontements ont continué et, début 2022, le bilan s'élevait à au moins 14 000 morts et 2 millions de déplacés. En coulisses, l'OTAN et l'Union européenne réagissèrent également. L'Alliance a condamné les actions de la Russie et a réaffirmé son opposition aux sphères d'influence en soulignant le droit de l'Ukraine à prendre des décisions souveraines, y compris une éventuelle adhésion à l'Union européenne. Parallèlement, l'Ukraine a accéléré sa réforme militaire et a reçu des armes occidentales supplémentaires, telles que les systèmes de roquettes High Mobility Artillery Rocket System, renforçant ainsi sa capacité à résister aux avancées russes.
Au début de l'année 2022, le président Vladimir Poutine a officiellement reconnu l'indépendance des républiques autoproclamées de Donetsk et de Louhansk, présentant sa décision comme une mission visant à protéger les Russes ethniques dans l'est de l'Ukraine. Puis, le 24 février 2022, la Russie a lancé une invasion à grande échelle, ouvrant plusieurs fronts. Le gouvernement de Poutine a invoqué l'expansion vers l'est de l'OTAN comme justification, ainsi que des menaces présumées contre les populations russophones. La stratégie russe semblait viser une victoire rapide, en tentant des encerclements rapides autour de Kiev et de Kharkiv. Cependant, les forces ukrainiennes, qui s'étaient réentraînées et réarmées depuis 2014, ont opposé une résistance acharnée et ont bénéficié d'un soutien croissant de la part de leurs alliés occidentaux. Malgré l'échec de la campagne pour capturer la capitale ukrainienne, la Russie a subi de lourdes pertes. À la mi-2022, l'offensive initiale en profondeur en Ukraine avait ralenti et les forces russes se sont tournées vers la région du Donbass comme objectif principal. La prise de cette zone permettrait non seulement d'atteindre les objectifs déclarés de libération de Donetsk et de Louhansk, mais aussi d'établir un corridor terrestre continu de la Russie à la Crimée, un objectif stratégique majeur depuis 2014. Le corridor maritime vers la Crimée avait été perturbé par les frappes ukrainiennes sur les actifs navals russes, soulignant l'importance de sécuriser les routes terrestres. C'est ici que l'attention s'est portée sur Bakhmout, une ville relativement petite, mais située sur des axes de communication régionaux clés. Alors que les lignes de front se déplaçaient vers l'est, Bakhmout est apparu comme le nouveau point focal de l'avancée russe à travers l'oblast de Donetsk. Les responsables russes ont continué à présenter les opérations dans la région comme faisant partie d'une opération militaire spéciale plus large, destinée à protéger les russophones et à démanteler l'infrastructure militaire de l'Ukraine. Pendant ce temps, les forces ukrainiennes ont mis en place des positions défensives étendues pour contrer toute tentative de percée. Ainsi, à l'été 2022, une lutte de longue haleine pour Bakhmout a été engagée. La Russie cherchait à consolider son emprise sur le Donbass et à sécuriser la Crimée, tandis que l'Ukraine s'installait pour empêcher une nouvelle percée. L'importance de Bakhmout ne résidait pas dans sa taille, mais dans ce qu'elle représentait: un rempart défensif, un prix symbolique et une partie d'un affrontement géopolitique plus large qui avait commencé avec Maïdan s'était accéléré en Crimée et s'était étendu jusqu'à la ligne de front actuelle de la guerre. Avant la guerre, Bakhmout était une ville modeste mais riche d'histoire, située dans l'oblast de Donetsk, à l'est de l'Ukraine. Historiquement, Bakhmout avait une valeur stratégique bien avant 2022. Une forteresse y a été construite au XVIe et XVIIe siècle près de la rivière Bakhmoutka, d'où la ville tire son nom. Des salines et des habitations se sont développées autour de celle-ci avec l'arrivée du rail à la fin du XIXe siècle. Au début du XXe siècle, l'industrialisation avait étendu la ville le long des routes et du chemin de fer. Et vers le milieu du siècle, la population avait atteint un pic d'environ 83 000 habitants. Au fil du temps, au cours des 19e et 20e siècles, Bakhmout est devenu un modeste centre industriel, son économie reposant sur l'extraction du sel et du gypse, tandis que ses cavernes souterraines servèrent de cave pour une industrie renommée de vins mousseux, valant à Bakhmout la réputation de ville du vin et des roses. Bordée d'avenues arborées, de parcs et de bâtiments de la fin du XIXe siècle, la ville entretenait un modeste secteur touristique qui complétait sa base industrielle. Démographiquement, Bakhmout reflétait la mosaïque linguistique de l'est de l'Ukraine. La population était tombée à environ 75 000 habitants au début de 2022, avec environ 70% des résidents s'identifiant comme ukrainiens ethniques, ainsi qu'une importante minorité russe d'environ 28% et un mélange de Biélorusses, d'Arméniens, de Roms et de Juifs. Bien que n'étant pas une grande métropole, l'attrait de Bakhmout sur le plan militaire résidait dans sa position de carrefour logistique. Elle se trouvait à l'intersection de routes principales, notamment la MO3 qui relie Kiev à Donetsk, ainsi que des lignes de chemin de fer desservant l'ensemble de la région du Donbass. Du point de vue de Kiev, tenir Bakhmout était essentiel pour retarder les avancées russes, perturber les chaînes d'approvisionnement et gagner du temps afin de construire des lignes défensives solides plus à l'ouest. Pour les forces russes,
Le contrôle de Bakhmout offrirait non seulement un tremplin vers des villes plus importantes, comme Kramatorsk et Sloviansk, mais permettrait également d'assurer une liaison terrestre continue de la Russie vers la Crimée occupée par les Russes. De plus, une prise de la ville promettait une valeur symbolique, l'image d'un progrès russe tangible dans une guerre où les succès avaient été relativement lents. Les deux camps ont utilisé le caractère et le patrimoine de la ville pour construire leur récit. Pour l'Ukraine, le président Zelensky a présenté Bakhmout comme une forteresse du moral et un lien avec la fierté, la culture et l'identité. Pour la Russie et ses partisans, s'en emparer représenterait un gain significatif dans leur opération militaire spéciale. À la fin de l'été 2022, le paysage autour de Bakhmout était passé d'une région agricole calme, quoique tendue, à l'une des zones les plus violemment disputées de la suite de la guerre. Guerre! Les forces russes ont commencé leur assaut sérieusement entre août et octobre, resserrant lentement leur position autour de la périphérie de la ville. Des villages comme Opitne, Ivanrad et Verchina sont devenus les lignes de front d'une avancée acharnée, changeant souvent de main à plusieurs reprises sous un déluge incessant d'artillerie. Au centre de cette phase se trouvait l'implication du groupe Wagner, une société militaire privée russe, dont les tactiques sont devenues tristement célèbres durant la bataille. Initialement formé des années plus tôt pour des opérations clandestines, le groupe Wagner était devenu à ce stade un bras semi-officiel de la stratégie militaire russe en Ukraine. Leur campagne de recrutement s'était concentrée sur les prisons russes, échangeant la clémence contre le combat. En déployant d'anciens détenus aux côtés de leurs combattants aguerris, le groupe Wagner pouvait inonder des secteurs étroits de main-d'œuvre, quel qu'en soit le coût. Un soldat russe capturé a déclaré à Cable News Network que, sur son unité de 600 hommes, seuls environ 170 restaient après quelques semaines d'opération. Ces forces étaient utilisées comme troupes de choc, testant les défenses ukrainiennes, encaissant les pertes, puis cédant la place aux formations régulières russes. Leur propre commandant aurait qualifié cela de tactique de dia hachoir à viande. Pour les troupes ukrainiennes défendant la ligne, les conditions étaient implacables. À mesure que l'automne avançait, les deux camps s'enfonçaient dans un style de guerre qui rappelait étrangement les grandes batailles du XXe siècle. Les champs étaient redécoupés par des tranchées s'étendant sur des centaines de mètres à travers des terrains découverts. Les lignes défensives ukrainiennes s'étendaient que depuis le centre-ville en plusieurs couches, conçues pour repousser toute attaque directe. Le sol, labouré par les tirs d'obus et les véhicules chenillés, était devenu une boue épaisse. Les tranchées étaient renforcées avec du bois, des pneus, du treillis métallique et tout autre matériau pouvant être récupéré. Selon les soldats et Français, il pouvait falloir jusqu'à 2 semaines pour creuser une nouvelle position sous les tirs d'obus, souvent en n'utilisant que des outils rudimentaires et une couverture limitée. Contrairement aux tranchées, qui rappelèrent la guerre du début des années 1900, le ciel au-dessus laissait place à la technologie moderne, l'utilisation des drones devenant omniprésente. Les deux camps ont utilisé des quadricoptères commerciaux modifiés pour la surveillance et le repérage d'artillerie, puis pour des rôles offensifs. Certains larguaient des grenades modifiées, d'autres servèrent de drones suicides en fonçant directement sur leurs cibles. Le ciel au-dessus de Bakhmout bourdonnait constamment de leur présence, mais à chaque nouvelle innovation correspondait une contre-mesure. Les forces russes, en particulier, ont commencé à brouiller les signaux des drones à l'aide d'outils de guerre électronique, tentant d'aveugler les unités ukrainiennes ou de détourner leurs flux vidéo. La bataille pour Bakhmout est ainsi devenue une fusion d'anciens et de nouveaux, une guerre de tranchées et de champs de mines, mais aussi de drones, de brouillage et de frappes de précision. Les défenseurs ukrainiens étaient souvent contraints d'opérer dans une quasi-totale isolation, naviguant à travers des ceintures de mines qui couvraient les accès à chaque point fort. Un soldat ukrainien nommé Serhiy a raconté à Cable News Network comment il a été blessé puis piégé dans un abri pendant des jours avec peu d'eau et de fournitures de médicales, survivant grâce au chocolat et aux antidouleurs largués par des drones. Alors que les troupes russes encerclaient sa position, Serhiy n'a eu d'autre choix que de demander un tir d'artillerie sur ses propres coordonnées paladées pour s'échapper. Pendant ce temps, un membre de la compagnie d'honneur ukrainienne a raconté comment il préparait des tranchées sous la menace constante des bombardements et des frappes de drones.
Lorsque les troupes russes ont franchi leur périmètre aux premières heures d'avril, ces unités se sont précipitées à travers des trous creusés dans les toits pour tendre une embuscade à ces assaillants, les forçant à battre en retraite. Des membres de l'unité ont décrit des missions d'approvisionnement de nuit, utilisant des quadricoptères pour livrer des articles vitaux tels que des poches de sang, de l'eau et des rations, plutôt que pour attaquer. L'improvisation faisait souvent la différence entre la survie et la catastrophe. Les témoignages russes indiquaient un moral inégal parmi les troupes. Un recrut de Wagner a déclaré qu'ils étaient bien payés, mais envoyés dans des assauts quasi suicidaires sans grande considération pour les pertes. Un soldat russe raconte son expérience après avoir été abandonné par son commandant alors qu'il tentait de se rendre à ses ennemis ukrainiens, je cite. « Je me suis caché dans les tranchées. Ceux qui voulaient courir d'une position à une autre étaient simplement abattus par des mitrailleuses et des chars. Puis j'ai entendu les Ukrainiens s'approcher de nous. J'ai commencé à crier « Nous nous rendons !» Ensuite, ils nous ont lancé une grenade. J'ai eu de la chance de ne pas être tué par la grenade et d'avoir pu me rendre comme prisonnier. J'ai ressenti de la peur, de la douleur et de la déception envers mes commandants. Comme lors des guerres du 19e siècle, l'artillerie restait la reine. Les forces russes tiraient régulièrement des dizaines de milliers d'obus par jour, un chiffre qui dépassait largement la puissance de feu de l'Ukraine à cette époque. Les forêts étaient rasées et les bâtiments s'effondraient en décombres. Les unités ukrainiennes opéraient sous un barrage constant conçu non pas pour détruire des positions spécifiques, mais pour épuiser psychologiquement les défenseurs. Les équipages de chars, comme ceux de la 93e brigade mécanisée d'Ukraine, rapportent avoir tiré des centaines d'obus de mortier en seulement 20 heures, tentant de freiner vague après vague d'avancées russes. Un membre d'équipage a déclaré au Guardian qu'il devait faire des rotations de tours sous terre simplement pour éviter l'effondrement mental et physique. Au fil de ces mois, le rôle de Wagner s'est élargi. Le groupe aurait pris la responsabilité de sécuriser les flancs sud et de Bakhmout, où le terrain permettait moins de manœuvres blindées et favorisait davantage les assauts menés par l'infanterie. Leurs combattants avançaient bâtiment par bâtiment, tranchée par tranchée, souvent sous le couvert de la nuit. Mais les progrès étaient lents et terriblement coûteux. Malgré des avancées localisées dans la périphérie rurale, les positions ukrainiennes à l'intérieur même de Bakhmout tenaient bon, créant une ligne de front morcelée où aucun camp ne pouvait revendiquer un contrôle total. Ce qui est devenu évident durant cette phase, c'est que ni la Russie ni l'Ukraine ne considéraient Bakhmout comme une ville à prendre ou à tenir rapidement. Pour la Russie, la bataille servait à la fois de tremplin pour de nouvelles avancées dans le Donetsk et de démonstration de leur détermination. La prise de Bakhmout, quel que soit le temps que cela prendrait, servirait de contrepoids symbolique à des mois d'offensive au point mort ailleurs. Pour l'Ukraine, la ville est devenue un point d'ancrage défensif. La tenir signifiait épuiser les forces russes, gagner du temps pour renforcer d'autres fronts et potentiellement préparer le terrain pour de futures contre-attaques. À la fin du mois d'octobre, les lignes de front avaient à peine bougé d'un point de vue stratégique, mais le coût humain était déjà énorme. Les lignes de tranchées serpentaient à travers les champs et les bandes forestières, des mines jonchaient le no man's land et des drones surveillaient depuis le ciel. Et profondément sous terre, dans des bunkers et des caves, les soldats des deux camps s'étaient retranchés pour ce qui devenait l'un des chapitres les plus marquants et les plus éprouvants de la guerre. En novembre 2022, la bataille pour Bakhmout s'était transformée en une offensive urbaine à grande échelle. Les forces russes, renforcées par l'infanterie dirigée par Wagner et des unités régulières redéployées, ont intensifié les assauts sur les villes environnantes avec l'objectif clair d'encercler la ville. La ville voisine de Soledar, retranchée sur le flanc nord de la ville, est devenue un champ de bataille crucial. Les attaques russes répétées tout au long du mois d'octobre n'avaient pas permis de sécuriser Soledar, mais début novembre, les unités Wagner avaient renouvelé leurs efforts avec des assauts en vague. La vice-ministre ukrainienne de la Défense, Hanna Mala, a ensuite décrit cette zone comme l'épicentre des combats. Malgré une résistance farouche, à la fin du mois de décembre, les forces dirigées par Wagner ont capturé le village de Bakhmoutska le 27 décembre, avançant en même temps sur Soledar elle-même. La localité voisine de Yakovlivka a également été prise entre le 14 et le 16 décembre, ce qui a entraîné l'envoi de renforts ukrainiens.
Ces succès ont brisé les défenses nord de l'Ukraine, faisant pencher la dynamique en faveur de Bakhmout. Début janvier 2023, un coup décisif a été porté. Le 10 janvier, les forces russes auraient pris la mine de sel de Soledar et les tunnels associés. Ces puits de mines étaient devenus des points forts, tactiques, et au 16e janvier, la ville était effectivement sous contrôle russe, bien que les responsables ukrainiens aient retardé la confirmation jusqu'au 25e janvier. Cette prise a ouvert la porte nord pour un siège plus soutenu de Bakhmout. Entre-temps, le président Zelensky avait effectué des visites surprises auprès des troupes en première ligne, d'abord le 20 décembre 2022, les félicitant pour leur résilience surhumaine, puis de nouveau à la fin mars 2023. Ces visites ont souligné l'importance symbolique et le rôle de soutien moral de la ville pour Kiev. Avec la chute de Soledar, les forces russes ont resserré l'étau autour de Bakhmout à partir de février. Au 1er février, les troupes russes menaçaient les principales lignes d'approvisionnement le long des autoroutes M03 et H32 au nord. Le 11 février, le village de Krasnohora est tombé, rapprochant les lignes russes à portée d'artillerie des faubourgs est de Bakhmout. Malgré la pression croissante, l'Ukraine a tenu bon. Toutefois, l'usure était forte. Les analystes ont estimé jusqu'à 820 pertes russes entre Bakhmout et Soledar à la mi-février. Au 22 février, les forces russes avaient presque encerclé la ville, avec des fronts apparaissant au sud, à l'est et au nord de Bakhmout. Début mars, l'Ukraine a effectué un repli tactique depuis la rive est de la rivière Bakhmoutka, se repliant sur des positions fortifiées et détruisant les ponts pour ralentir l'avancée russe. Malgré ces mesures, les combats de rue ont réellement commencé dès le 4 mars, un adjoint au maire déclarant que les forces russes n'avaient pas encore pénétré dans le centre-ville. Pendant ce temps, Wagner avait présenté la situation comme un encerclement quasi total. Au cours de la semaine suivante, les combats urbains se sont intensifiés. Au 11 mars, le ministère britannique de la Défense a rapporté que les unités Wagner prenaient l'initiative, tandis que la zone fluviale était devenue une zone de mort. L'usine chimique Azom, située au cœur de l'est de Bakhmout, est tombée aux mains des forces Wagner le 26 mars, marquant une victoire stratégique et psychologique majeure pour les assaillants. Début avril, les Ukrainiens ont perdu encore du terrain. Le 2 avril, Wagner a affirmé avoir hissé un drapeau au-dessus de la mairie, bien que les forces ukrainiennes aient contesté l'ampleur de cette déclaration. Quoi qu'il en soit, le centre-ville lui-même serait passé sous le contrôle des Russes et de Wagner au 6 avril l'insistant. Malgré tout, l'Ukraine a maintenu des poches de résistance. Au 11 avril, des sources de la défense britannique ont suggéré que plus de 20% de la ville restait sous contrôle ukrainien. Aussi tard que le 26 avril, les services de renseignement britanniques ont signalé une activité autour de la périphérie ouest, près de Kromov. Les forces ukrainiennes ont poursuivi leur contre-attaque limitée, freinant davantage la consolidation russe. Durant cette période, la bataille pour Bakhmout a illustré une guerre d'usure. Aucun des deux camps n'a pu porter un coup décisif rapidement. Chaque gain tactique, Soledar, Krasnohora, l'usine Azom, a été obtenu à un prix élevé. Les forces russes, en particulier les unités Wagner, ont subi de lourdes pertes dans leurs efforts pour resserrer l'encerclement. Les défenseurs ukrainiens, malgré des retraites à travers la rivière et la perte de position industrielle, ont tenu bon avec résilience, utilisant le terrain urbain à leur avantage. Ce chapitre de la défense de Bakhmout a préparé la voie pour la phase finale lorsque, en mai 2023, les forces russes allaient finalement revendiquer un contrôle quasi total de la ville en ruine. En mai 2023, 9 mois de combats acharnés avaient réduit Bakhmout en ruine. Le 20 mai, Yevgueni Prigojine, chef du groupe Wagner, a annoncé que ses combattants avaient complètement pris la ville, hissant un drapeau russe dans le centre-ville dévasté. Le ministère russe de la Défense et le président Vladimir Poutine ont soutenu cette affirmation, attribuant la victoire à la détermination de Wagner et au soutien logistique de l'armée régulière. Cependant, l'Ukraine a rejeté les rapports évoquant une défaite complète.
Hanna Meyer, vice-ministre de la Défense, a qualifié la situation de critique, mais a souligné que les forces ukrainiennes contrôlaient toujours des zones des faubourgs ouest. Le commandant Oleksandr Syrski a fait écho à ces propos, déclarant que de violents combats se poursuivaient sur les flancs et que les unités ukrainiennes lançaient des contre-offensives autour de Klitschivka et Oryukovo-Vassilivka. Les services de renseignement britanniques ont également confirmé la présence résiduelle de positions ukrainiennes le long de l'autoroute TO 504, notamment au sud-ouest, même si les forces russes renforçaient leur emprise sur les quartiers centraux. Dans les jours suivants, Prigojine a annoncé un retrait prévu. Wagner remettrait le contrôle de la ville aux forces régulières russes et à la milice alignée sur la République populaire de Donetsk d'ici le 10 juin. Il a publiquement attribué les lourdes pertes et la grave pénurie de munitions au commandement militaire russe, avertissant que les troupes de Wagner risquaient de mourir inutilement sans approvisionnement adéquat. La chute de Bakhmout aurait des conséquences plus profondes qu'un simple triomphe local. Les plaintes répétées de Prigojine concernant la pénurie d'obus et ses accusations de sabotage bureaucratique ont mis en évidence les profondes divisions entre la campagne menée par Wagner et le ministère russe de la Défense. Ces tensions ont ensuite dégénéré en une mutinerie armée très médiatisée en juin. Bien qu'elle se soit finalement apaisée, Prigojine était décédé plus tard en août dans des circonstances mystérieuses. Le nombre de victimes après la bataille était ahurissant. Des chercheurs indépendants ont estimé que près de 21 000 combattants de Wagner, dont beaucoup avaient été recrutés parmi les détenus ou avec peu de formation, ont été tués lors de l'opération de 10 mois, soit en moyenne plus de 200 morts par jour. Les pertes ukrainiennes sont plus difficiles à quantifier précisément, mais Ukraine LOS confirme que plus de 11 800 soldats ukrainiens ont été tués. La Russie a présenté Bakhmout comme une victoire symbolique, le premier succès militaire incontestable depuis le début de l'année 2022. Pendant ce temps, les dirigeants ukrainiens ont présenté leur défense comme une opération stratégique visant à épuiser les ressources russes et à retarder d'autres offensives ailleurs. En somme, la chute de Bakhmout n'a été ni une victoire nette, ni une défaite. Au lieu de cela, cela a marqué l'aboutissement d'un siège extraordinairement sanglant, avec des revendications contestées, de lourdes pertes des deux côtés et une incertitude persistante quant au contrôle réel. À la fin du mois de mai 2023, la bataille de Bakhmout avait laissé la ville en ruine et bouleversé le destin des deux armées. Le coût humain était stupéfiant, avec une moyenne de plus de 200 morts par jour, ce qui en fait l'un des affrontements les plus sanglants de la Russie depuis la Seconde Guerre mondiale. La dévastation était aussi immense. En mai, la population d'avant-guerre de Bakhmout, qui comptait environ 75 000 habitants, avait pratiquement disparu. Seuls quelques centaines d'habitants restaient au milieu des bâtiments détruits et des champs de mines à hauteur de taille. Le patrimoine séculaire de la ville, y compris ses mines de sel et ses vignobles, était enseveli sous les décombres, la boue et les gravats. D'un point de vue analytique, Bakhmout offrait des avantages tactiques et une valeur symbolique, mais son importance stratégique était limitée. Le contrôle de Bakhmout a offert à la Russie un modeste renforcement du corridor terrestre entre Donetsk et la Crimée et a permis à l'artillerie d'atteindre plus profondément les zones défendues par l'Ukraine. Cependant, tant le ministère britannique de la Défense que le Conseil de sécurité nationale des États-Unis ont qualifié sa prise de principalement symbolique, avec peu d'effet sur l'ensemble du front. Des analystes comme Konrad Mouzaker et Marc Galliotti ont évoqué le cas classique de l'erreur du coût irrécupérable, affirmant que la Russie avait poursuivi un objectif coûteux motivé par le prestige, alors que la valeur du territoire ne justifiait pas une telle dépense humaine. Pour l'Ukraine, la défense a eu un coût très élevé. Le déploiement d'unités entraînées et d'importants moyens d'artillerie à Bakhmout a épuisé leurs réserves, qui étaient pourtant nécessaires pour les contre-offensives prévues au printemps et en été. Pourtant, les partisans de la défense, comme l'Institut pour l'étude de la guerre, et des analystes tels que Georges Barros et le colonel retraité Marc Kantsian, ont soutenu que forcer la Russie à une guerre d'usure était stratégiquement judicieux. Ils ont affirmé que la résistance ukrainienne avait considérablement affaibli la capacité offensive russe, empêchant des avancées plus profondes dans le Donetsk et limitant la capacité de Moscou à lancer d'autres opérations. Les répercussions se sont aussi fait sentir en dehors des combats.
Les lourdes pertes du groupe Wagner ont déclenché une querelle publique amère entre Yevgueni Prigojine et le ministère russe de la Défense, portant atteinte à la cohésion militaire russe et culminant avec une mutinerie avortée en juin et la mort mystérieuse de Prigojine en août. En revanche, le moral des Ukrainiens s'est renforcé. Le président Zelensky s'est rendu plusieurs fois à Bakhmout, la qualifiant de forteresse et de symbole de la résilience nationale. Dans les mois qui ont suivi, Bakhmout est devenu une base de préparation plutôt qu'un point de la ligne de front. La Russie a consolidé ses positions, miné les terres agricoles et préparé ses défenses, pendant que l'Ukraine a planifié des contre-offensives avec de nouveaux équipements occidentaux. La reconstruction a fait face à d'immenses défis. Les défis majeurs incluent le déminage, la reconstruction des infrastructures et le retour potentiel des résidents déplacés. En fin de compte, la bataille de Bakhmout reste l'une des plus rares victoires à la Pyrrhus dans la guerre moderne. La revendication de victoire de la Russie s'est accompagnée d'un coût énorme et la décision de l'Ukraine de défendre avec autant de vigueur a également épuisé ses propres forces. Malgré les débats des analystes stratégiques sur sa valeur, des conclusions émergent. La bataille a servi à la fois de test d'usure et de déclaration politique. Son impact symbolique pourrait bien éclipser son bénéfice tactique, et bien qu'aucun camp n'ait obtenu un avantage opérationnel décisif, les répercussions de Bakhmout se poursuivent. Wagner a été fondamentalement affaibli, les forces ukrainiennes ont perdu du personnel expérimenté, et la ville autrefois pittoresque de Bakhmout est devenue un symbole puissant de l'endurance nationale et des coûts plus larges de la guerre.